En quelques semaines, la France s'effondre. Emportée par le traumatisme de la débâcle, la France, coupée en deux par l'armistice, se donne à un vieux maréchal antisémite. Dans cette situation inédite, les Juifs de France vont être les premières cibles. Dans la zone occupée, les nazis appliquent la politique raciale du Reich, tandis que Vichy instaure un antisémitisme à la française. Les Juifs vivant en France vont ainsi être soumis à une double politique, celle de persécution et d'exclusion conduite par l'État français, celle des déportations et d'extermination menées par les nazis dans le cadre de la solution finale. Ces deux politiques vont finir par se rejoindre en 1942. Face à ces injustices, des personnes courageuses vont se lever pour s'opposer. Parmi elles, des protestants et des musulmans se sont mobilisés pour mener une résistance caritative. L'oratoire du Louvre et son annexe, la Clairière, ainsi que la mosquée de Paris, ont activement résisté à la déportation de Juifs. Le 3 octobre 1940. Sans intervention directe des Allemands, Pétain signe le statut des Juifs. Les Juifs deviennent des parias et, comme le montre ce document, annoté de sa main, il durcit même le texte qu'on lui a préparé. La pastourelle Béatrice Cléraud-Mazir nous a accueillis à l'oratoire du Louvre. Jusque-là, on avait laissé ceux qui n'étaient pas en état de travailler, les enfants, les vieillards, les malades. Et là, on va faire une rafle terrible, la rafle du Veldiv. L'année 1942 est un tournant car elle marque le début de la solution finale à l'échelle européenne. Paris. Arrivée de M. Heydrich, général des SS, chef de la sûreté, représentant du Reich à Prague, chargé d'installer dans ses fonctions M. Oberg, général de division des SS et de la police en territoires occupés. Le bras droit d'Himmler, Heydrich, qui a participé à la conférence de Wannsee, se rend à Paris le 5 mai 1942 pour installer le général Oberg. En tant que chef suprême de la SS, Oberg doit lancer la préparation des déportations. Le 2 juillet 1942, un accord officiel est en effet signé entre Oberg et Bousquet, secrétaire à la police de Vichy. Ce document organise l'arrestation, le transfert et la déportation des Juifs de France avec l'aide des forces de l'ordre françaises. Tout Juif inscrit sur les listes devra quitter le domicile. Vous procéderez avec rapidité et sans parole inutile. Le bien ou le mal fondé de ces arrestations n'ayant pas à être discuté. Tout Israélite arrêté doit être conduit au centre de regroupement primaire, quel que soit son état de santé ou son âge. Les compteurs de gaz et d'électricité seront fermés. Les animaux confiés à la concierge, ainsi que les clés. Les interpellés devront être munis de leur carnet d'identité. Chaque prévenu pourra emporter une paire de chaussures, 2 paires de chaussettes, 2 chemises, 2 caleçons, un tricot, une paire de draps, une gamelle, un gobelet, des couvertures. Les rasoirs sont autorisés. Par ailleurs, les prévenus devront emmener 2 jours de vivres par personne. Vous dirigerez les couples sans enfants et les célibataires vers le camp de Drancy, tous les autres vers le vélodrome d'hiver rue Nélaton dans le 15e arrondissement. Pour notre travail, nous avons eu la chance de rencontrer l'historien Patrick Cabanel à l'EHESS. L'édition doit être prise très vite. Ça peut être très spontané. Si on est à Paris, par exemple, lors de la fameuse rafle du Veldiv, lorsque les gendarmes viennent visiter systématiquement tous les appartements d'un immeuble. Vladimir, je vous en supplie, prenez les enfants. Venez. Non, moi, je ne peux pas laisser mon mari. Les enfants, surtout pas de bruit. À plus tard, merci. Et donc, si vous êtes concierge ou si vous êtes voisin de palier, que vous avez une famille juive, là, il faut en quelques secondes ou en 1 minute choisir soit de rien dire, de rester chez soi, de rien dire, on n'est pas juif, on risque rien, soit de vite aller frapper à la porte des voisins si on est au 4e étage et que les gendarmes sont en bas, et de dire les gendarmes sont là, ils viennent arrêter les juifs, venez vite chez nous. Et puis, il va y avoir ce problème des enfants qui sont restés dans des orphelinats. Larissa Gruzo est envoyée à l'orphelinat de la rue Lamarck après la déportation de sa mère à Auschwitz. Dans un premier temps, on a arrêté les parents, pas les enfants, pas les adolescents qui étaient dans des foyers gérés par une association juive. On sentait que ces enfants couraient de gros risques. Puis en 1943, il y a eu une convergence de projets
pour sauver des enfants, puisque là, les choses avaient pris une autre tournure du côté nazi. Et là, il va y avoir une femme extraordinaire qui n'est pas protestante, qui n'est pas de l'église de l'Oratoire, et qui va chercher des appuis pour arriver à sauver ces enfants avant qu'ils soient déportés. Suzanne Spaak apprend que des enfants hébergés dans les foyers de l'UGIF de la rue Lamarck et de la rue Guy Patin sont menacés de déportation. L'UGIF, c'est l'organisation d'entraide des Juifs, mais elle est sous la tutelle de Vichy et ces orphelinats pouvaient devenir de vraies souricières. D'après Anne Nelson, le déclic est venu d'une expérience malheureuse. Sarah et Simon Kejman n'avaient pas réussi à gagner la Suisse car ils avaient été refoulés à la frontière. Ils trouvent alors refuge dans un des orphelinats de l'UGIF au 28 rue Lamarck. Mais le 10 février 1943, ils sont arrêtés par la police et déportés à Auschwitz par le convoi numéro 47 du lendemain. L'organisation de sauvetage par la Clairière démarre quelques jours plus tard. Et il va y avoir donc une prise de contact entre cette femme magnifique qui s'appelle Suzanne Spaak et qui va donc demander à Paul Vergara et à Marcel Guillemot à la Clairière si c'est possible, d'organiser quelque chose ensemble pour pouvoir exfiltrer les enfants des orphelinats avant qu'on les déporte. Les fidèles de cet important temple protestant avaient déjà pu entendre la prédication ouvertement hostile à l'étoile jaune du pasteur André Numa Bertrand. Le dimanche 12 février 1943, le pasteur Paul Vergara lance à son tour un appel aux fidèles. Paul Vergara prêche. Il prêche sur ce premier livre de la Bible, la Genèse, et il dit que Dieu a fait l'homme à son image, et c'est là qu'il essaie de mobiliser toute l'assemblée du culte qui peut être mobilisable. Il demande des volontaires pour emmener des enfants en promenade le jeudi 16 dans l'après-midi. Et 25 personnes se proposent, tandis que 15 autres se font connaître dans la semaine. Certains sont chrétiens, d'autres issus de milieux juifs de la main-d'œuvre immigrée, MOI. Il faut sauver des juifs partout, et donc vous avez des juifs aussi au cœur de Paris. Vous avez cité tout à l'heure un de vos camarades de l'Oratoire du Louvre. L'un des pasteurs de l'Oratoire du Louvre, le pasteur Vergara, qui a contribué à sauver quelques dizaines d'adolescents juifs et juifs, et juste parmi les nations, parce que lui, il s'est préoccupé de sauver des juifs au cœur de Paris. Et c'est là que le réseau va se mettre en place autour de l'Oratoire, tout simplement parce que c'est très central et qu'il y avait déjà des actions qui étaient menées par des hommes et des femmes de bonne volonté qui voulaient ne résister à cette emprise nazie. Et Suzanne Spaak, elle va s'entourer de gens qui sont déjà à la manœuvre et dont elle connaît vraiment elle peut avoir confiance en eux. Il va y avoir les mouvements communistes qui vont pouvoir avoir des accointances avec elle, et puis les mouvements aussi protestants. Et donc c'est comme ça que on va avoir toute un réseau qui va se créer autour de cette cause des enfants. Et à la sortie du temple, à la sortie du culte, Madame Guillemot se tient à la porte avec un petit encadré imprimé. Et elle va distribuer ce petit imprimé qui invite les personnes qu'elle a discernées dans l'assemblée. Et du coup, elle va donner ces petits papiers à la sortie. C'est très risqué parce qu'elle peut tomber sur quelqu'un qui la dénonce à la Gestapo. Et elle va donner ces petits papiers sur lesquels c'est marqué que si on veut aider ces enfants, il faut se trouver au 23 rue de la Bienfaisance le lendemain pour aller aider à aller en promenade des enfants qui sont dans les orphelinats. Alors comment on fait pour exfiltrer autant d'enfants sans que ça se voit ? L'historienne Anne Nelson explique la méthode utilisée par le réseau. On peut parler de forme déterminée de résistance civile. Pour anticiper une possible rafle, la solution est radicale car la Clairière enlève les enfants en danger. Attention, tout est fait dans la plus grande bienveillance évidemment. Ainsi, en février 1943, à Paris, a lieu l'enlèvement préventif le plus spectaculaire d'enfants juifs sous l'occupation. Il va y avoir des marraines et des parrains qui vont se présenter, et le réseau est organisé grâce à ça, c'est-à-dire qu'on va chercher les enfants, on les emmène en promenade, en fait on les emmène à la Clairière, et puis on va les nourrir, on va les héberger, et le soir il faut qu'ils dorment quelque part avant de pouvoir partir en province dans les familles qui les accueillent, qui ont été prévenues un peu partout. Et donc c'est dans les campagnes qu'on va envoyer ces enfants-là, mais avant, il faut passer une nuit à Paris. Et donc là, il va falloir que des gens prennent le risque d'accueillir ces enfants-là
Et il va y avoir des éclaireuses, des jeunes filles du scoutisme protestant, dont certaines sont juives parce qu'elles ont rejoint les rangs protestants. Elles vont aller emmener les enfants dans des familles parisiennes qui vont les héberger la première nuit. Ça veut dire qu'on retraverse Paris, qu'on va les mettre dans des... Alors il y a des épisodes un peu étonnants, comme cette maman dans une loge de gardienne d'immeuble, qui est donc pas très grand comme logement, hein, qui a déjà 5 enfants, et qui va en rajouter 2 ou 3 en plus dans les lits des enfants pour qu'ils passent la nuit là. Et donc il y a toute une solidarité extraordinaire qui va se faire avec des adolescentes qui vont emmener les enfants dormir dans les familles qui les accueillent. Donc il faut un grand courage, et ça va être fait comme ça, et puis après le lendemain, d'autres prennent le relais et les emmènent en province. Donc ça voulait dire qu'il fallait aller les chercher, qu'il fallait les convoyer dans le train, avoir l'air innocent. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle il y a beaucoup de femmes qui sont intervenues, parce que dans les années 40, un homme qui se promène seul avec des enfants, c'est pas normal, on n'est pas habitué. Ainsi, au soir du 16 février, 63 enfants juifs de 3 à 8 ans se retrouvent réunis à la Clairière. Même si leur arrivée ne passe pas inaperçue, le voisinage est habitué à ce que des enfants fréquentent ce patronage. Dès le lendemain, tous les enfants sont emmenés dans leur nouvelle famille. Quand la police se rend à la Clairière, les enfants sont déjà partis. Certains en banlieue, d'autres en province. Donc c'est des jeunes femmes qui viennent prendre les enfants dans les foyers juifs, qui voyagent avec eux en train et qui arrivent dans des petites villes, soit de la grande banlieue parisienne, soit plus loin, notamment dans le département comme la Sarthe. Là, on s'adresse à des instituteurs, aux maires, à des notables, aux curés quelquefois, et on dit: est-ce que vous connaissez une famille qui accepterait de garder quelques semaines ou quelques mois un petit garçon ou des frères et sœurs? Et donc on a décidé de les éloigner de Paris, donc de les envoyer en province, au calme, au sûr. Grâce à l'oratoire, Larissa est accueillie chez les Cardons, en Normandie. Pour payer les familles d'accueil, de l'argent est collecté au sein des paroisses de l'oratoire. La romancière Colette a aidé dans le réseau de sauvetage. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment? Oui, alors on a souvent dit que Colette était tranquillement installée au Palais Royal, dans son appartement, et qu'elle n'avait pas fait grand-chose pendant la guerre. C'est faux. Elle a aidé d'abord par des subsides, elle a fait en sorte de financer. Il faut de l'argent pour faire tout ça. Et c'était très souvent, effectivement, les pasteurs protestants des grandes villes qui les envoyaient, ces juifs qu'il fallait faire sortir des villes où c'était dangereux, et qui leur disaient: allez trouver de ma part mon collègue pasteur à Florac, etc. Et ensuite, les pasteurs, ça s'est fait partout, y compris au Chambon-sur-Lignon. En effet, au Chambon-sur-Lignon aussi, des enfants ont été sauvés par des protestants. Ce village des Cévennes a d'ailleurs reçu le titre de juste parmi les nations. Aidez-nous, sauvez-nous. Et il n'avait souvent qu'un seul bout de papier, presbytère protestant du Chambon-sur-Lignon. Chambon-sur-Lignon, c'est en Haute-Loire, tout près de l'Ardèche. Et c'est un village à 90% protestants. Et les protestants nous ont accueillis parce qu'ils se souvenaient qu'ils avaient été persécutés. Alors le pasteur Trocmé, quand il est arrivé 2 personnes, il est monté à la chaire et il disait: j'ai 3 anciens testaments. C'était son truc, ça. Il disait pas des juifs, et les gens du village comprenaient. Après, quand il avait fini son sermon, et les gens allaient le voir et disaient: je veux bien en prendre un, je veux bien en prendre 2. Des hommes de bonne volonté, il y en a également à la mosquée de Paris. Albert Assouline, un juif né en Algérie et survivant de la Shoah, témoigne dans le film de Derry Berkani. Il y explique comment, à partir des premières rafles de 1942, les enfants juifs ont trouvé refuge dans la mosquée. Je connais d'où? C'est des orphelins. Orphelins? Dis-moi, ils sont où tes parents? Comment tu t'appelles? Dis-moi, comment tu t'appelles? Sarah Ben Soussan. اسمح لي ما يمكنش يدخلوا. Ils ont personne. هذا ماشي شغلي، عافاك الا ما بعدوا مع الجامع ما خصنا صداع. نعرف بصح ماشي شغلي ثاني، صح؟ هذاك اللي قالك جيبهم هنا سير ديهم لعندو. الله يخليك عافاك الا ما. اش ندير معاهم انا؟ الله يخليك. ما نديرهمش. يلا خويا الله يخليك ما خصنا صداع. يقعدوا. لي زونفون سويفي المسيو. الا كيقعدوا هنا اش ندير معاهم؟ Laisse-les entrer. ولكن هاد الدراري يهود. Ces enfants sont nos enfants. سي قدور. Avec votre permission, on ne devrait pas se mêler des affaires des Allemands. Je sais, Baraka. Wacha Sidi.
Berkani affirme quant à lui qu'en 1974, le recteur Hamza Boubaker lui a montré un registre rouge qui contenait une liste, en français et en arabe, avec les noms d'enfants juifs qu'on faisait passer pour des musulmans sous de faux noms. Le recteur de la mosquée Kadour Ben Gabrit et l'imam Abdelkader Mesli ont mis en place un réseau pour résister à la déportation des juifs en fournissant de faux certificats d'identité musulmane. Le cas de Salim El Ali, juif algérien, est révélateur. Dans le Paris occupé, cet artiste est vulnérable. Ben Gabrit, qui adore la musique, choisit de le protéger. Il lui fournit 2 faux certificats d'appartenance à l'islam et fait même inscrire le nom de son grand-père sur une tombe du cimetière franco-musulman de Bobigny. Ben Gabrit utilise des astuces. Lorsque des Allemands pénétraient dans la mosquée, le recteur appuyait sur un bouton pour indiquer aux employés de placer les réfugiés dans la salle de prière. Il s'y cachait derrière un rideau où les femmes avaient l'habitude de prier, endroit où les Allemands n'entraient pas. Si nécessaire, il pouvait s'échapper dans la rue par les caves et son réseau de souterrains. Il pouvait ainsi fuir par la rue ou par la Bièvre. Vous savez que les Justes, donc, c'est une institution israélienne qui s'appelle Yad Vashem, qui a un musée extraordinaire à Jérusalem. Et Yad Vashem dit que pour être juste, il faut être non-juif et avoir sauvé, sans demander d'argent, de manière totalement gratuite, au péril de sa vie, au moins un juif. Les Justes ont fait le choix de la fraternité et de la solidarité. Tous connaissaient les risques encourus, l'irruption brutale de la Gestapo, l'interrogation, la torture, parfois même la déportation et la mort. Madame Guillemot et Vergara échappent de justesse à la Gestapo le 23 juillet 1943. Suzanne Spaak est arrêtée en novembre 1943 par la Gestapo. Elle a été torturée et exécutée le 12 août 1944 à Fresnes. Abdelkader Mesli fut déporté à Dachau et Mauthausen. Certains furent reconnus justes parmi les nations. D'autres resteront anonymes. À partir des cartes de rationnement qu'il a retrouvées dans la mosquée après la guerre, Assouline estime qu'environ 1700 personnes ont été protégées sans distinction d'âge ou de religion. Oui, il y a eu effectivement des faux certificats d'appartenance à la religion musulmane qui ont été faits. On ne connaît pas le nombre, il n'y a pas d'archives qui ont été tenues sur cette question-là, mais il y a des témoignages. Le travail d'historien est rigoureusement impitoyable. Il faut des traces. Malheureusement, de nombreuses épitaphes ont été effacées par le temps. Ni les cartes de rationnement qu'Assouline affirme avoir comptées, ni le registre avec les noms des enfants n'ont été retrouvés à ce jour. Enfin, lorsque Yad Vashem a essayé de recueillir le témoignage de Salim El Ali, celui-ci était mourant et n'a pas pu parler. Mesdames et messieurs les Justes de France, c'est à vous que mon propos s'adresse. À vous tous qui nous entourez, ainsi qu'à ceux qui n'ont pu se joindre à nous. À vous aussi qui avez aidé à sauver des Juifs, sans chercher à obtenir cette reconnaissance. Ainsi, des actions pour résister à la déportation ont été menées par des protestants de l'Oratoire du Louvre et des musulmans de la mosquée de Paris pour mettre en œuvre cette résistance caritative. Ces gens ordinaires, qui ont mené des actions extraordinaires, ont juste été solidaires. Ils ont agi comme il convenait de le faire et ils doivent nous inspirer.